c'est que souvent l'histoire avec un grand H, celle qu'on lit dans les livres, et ben on a l'impression qu'elle prend comme ça son H pour tailler le passé en deux parts égales, selon une ligne bien nette avec le blanc d'un côté et le noir de l'autre. Il est celui qui restitue en quelque sorte ces différents laboratoires de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a 36 définitions de l'histoire pour les 36 historiens, plus de 36 historiens. Une histoire qu'on peut raconter. Donc il y a tellement de manières de s'emparer de l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le rôle des historiens ? Comment écrit-on l'histoire ? Pourquoi des événements font date et d'autres non ? Et surtout, peut-on enseigner l'histoire de manière neutre ? Toutes ces questions, c'est ce qu'on appelle l'historiographie, l'histoire de l'histoire. Je m'appelle Yasmine, je suis étudiante en histoire et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un podcast, histoire d'en parler ? Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast, histoire d'en parler. Cet été, j'ai décidé de lancer une micro-série que j'ai nommée Histoire d'un été, dans lequel je vous raconte mes voyages, toujours dans un but historique. Pour ce premier épisode de cette série estivale, je vais vous raconter mon voyage au Rwanda. Ou plus particulièrement, je vais vous partager une discussion que j'ai pu enregistrer de ce voyage au Rwanda. En fait, je me suis rendue dans ce pays accompagnée de 20 autres étudiants, à la fois français et allemands, suite à un séminaire que nous avons suivi qui voulait comparer la Shoah avec le génocide des Tutsis qui s'est déroulé en 1994. La question globale de ce séminaire était de savoir s'il fallait comparer les génocides entre eux ou s'il fallait les étudier de manière individuelle, toujours dans cette question du plus jamais ça, de ne plus avoir de génocide et donc d'étudier le passé pour mieux appréhender le futur. Au cours de ce voyage, plusieurs questions sont venues à nous, notamment cette question du devoir de mémoire. Est-ce qu'il y a le même devoir de mémoire, par exemple, au Rwanda, comme on peut l'avoir nous en Europe, avec des sites mémoriaux que nous connaissons, comme par exemple les camps de concentration. Et donc cet épisode, c'est une discussion que j'ai eue avec 4 autres étudiants, à la fois de l'université Panthéon-Sorbonne, mais également de l'université de la Viadrina, qui se situe à Francfort-sur-Oder en Allemagne. Et donc on a abordé nos impressions quant au voyage, quant à la visite de la petite dizaine de mémoriaux que nous avons fait. Cet épisode n'a pas pour but de vous parler du génocide des Tutsis, ça ne suffirait pas, et surtout c'est, je sais bien, un épisode qui est très peu, voire pas du tout étudié dans les écoles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en bibliographie plusieurs séries, documentaires ou encore articles que vous pouvez lire si vous souhaitez vous informer un peu plus quant à la question de ce génocide. Nous, ce que nous proposons, c'est plutôt nos échanges et nos impressions quant au voyage. Alors, petit disclaimer avant de vous quitter, on va parler de sang, on va parler d'exposition de corps, de squelette, donc si vous êtes sensible à cette question, je vous conseille de ne pas écouter l'épisode, et sinon, moi, je vous laisse avec la suite. Eh bien, bonsoir, nous sommes actuellement à côté du lac Kivu. Donc je suis entourée d'étudiants venant à la fois de l'université Panthéon-Sorbonne de Paris, mais également d'un étudiant venant de l'université de la Viadrina en Allemagne. Et donc on fait ce voyage d'études de 10 jours au Rwanda, après avoir suivi de manière commune un séminaire sur la comparaison de génocides, et donc dans ce cas précis de la Shoah et du génocide des Tutsis qui s'est passé en avril 1994 et qui a mené à la mort de 1 million de Tutsis. Donc cet épisode de podcast a pour but de parler de nos ressentis en tant qu'étudiants, en tant que Français, Allemands, sur ce voyage qui nous a menés à visiter des mémoriaux de génocide des Tutsis, mais également d'autres lieux de mémoire. Donc je propose de commencer tout simplement par nous présenter brièvement et de peut-être dire aussi nos attentes sur ce voyage. Qui veut commencer ? Ok, alors je vais bien me présenter, je vais commencer. Je m'appelle Ludovic Babas, je suis actuellement étudiant à Sciences Po Rennes et je viens de finir en fait mon semestre en fait universitaire à l'université de Francfort-Oder, Viadrina. Du coup, j'ai choisi en fait ce cours en rapport avec la comparaison des génocides, puisqu'en fait je suis fortement intéressé par les histoires africaines.
Et du coup, c'était aussi un moyen pour moi en fait d'observer en fait ce qui s'est passé lors du génocide des Tutsis et d'une certaine façon en fait comparer avec la Shoah, puisque la Shoah en France, à mon sens, en fait est un élément en fait de l'histoire du coup qui est énormément vraiment abordé. Donc en fait, essayer de comparer avec une autre période historique, un autre phénomène historique et tout, a été aussi pour moi un élément important. Et quelles étaient donc tes attentes dans ce voyage, très brièvement? Brièvement, ma première attente c'était déjà de découvrir en fait un nouveau pays d'Afrique. Donc le Rwanda. Le Rwanda, du coup. Et aussi d'observer en fait, on avait beaucoup eu l'occasion d'aborder en fait le fait que la France ait participé en fait au génocide en quelque sorte. Et en fait ma volonté aussi c'était d'observer en fait comment la France a pu participer et comment du coup en fait la responsabilité globalement en fait a été abordée en fait dans l'analyse du génocide. Ok, à toi Julie. Moi je m'appelle Julie Sidro, je suis étudiante en master de patrimoine et musée. Mon sujet de mémoire, il porte sur les musées et les mémoriaux de la Shoah. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis des années parce que je me pose plein de questions. Comment est-ce qu'on fait ces lieux, à qui ils parlent et finalement, qu'est-ce qu'on met dedans pour raconter cette histoire. Je suis le séminaire de Fabien Théophilakis. Déjà, pour en apprendre plus sur l'histoire, en fait, dans mon master, j'ai beaucoup de cours sur les expositions, tout ça, mais par rapport à ce sujet, si on n'étudie pas l'histoire, on ne peut pas juste se concentrer sur les expositions. Et par rapport à ce voyage, moi, du coup, j'avais beaucoup d'attentes. Comment on a fait ces lieux ici par rapport à ce génocide que je connaissais assez mal avant de venir et de découvrir toute une culture différente de comment représenter la violence, comment représenter l'absence, la mort et j'ai vraiment beaucoup appris. Ok. Tanguy. Oui, donc Tanguy Dansard. Je suis inscrit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et moi je travaille habituellement sur la guerre d'Algérie et je m'étais intéressé à la mémoire multidirectionnelle. Donc entre la guerre d'Algérie et la Shoah, et en réalité ce séminaire il proposait une autre vision, celui de génocide des Tutsis et la Shoah en regard, et ça m'a beaucoup intéressé. Et effectivement le projet de Fabien Théophilakis d'aller au Rwanda était une chance incroyable, d'aller sur les lieux mêmes du génocide, essayer de comprendre un peu mieux les mécanismes génocidaires, et voilà, enfin du coup très content d'être là. Ok. À toi Adrien. Alors moi c'est Adrien Matarani, je suis étudiant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis en Master 2 sous la direction de monsieur Fabien Théophilakis. Je travaille sur la collaboration et l'épuration à Paris à partir de 1944. J'ai choisi ce cours parce que je n'avais aucune connaissance du génocide des Tutsis et plus largement sur l'Afrique. Et j'ai vu ce voyage comme une opportunité pour déjà être sur le terrain, pour voir les mémoriaux et pour voir comment les visites se passent. Ok. Donc moi je vais finir par aussi me présenter. Donc moi je m'appelle Yasmine, je suis aussi sous la direction de Théophilakis pour Paris 1. Donc je travaille sur la médiatisation de procès en France. Et j'ai suivi le cours de Théophilakis aussi pour le même intérêt qu'a Ludovic, à savoir comparer la Shoah, quelque chose qui est assez présent, même omniprésent je trouve, dans qu'est-ce qu'on apprend à l'école en histoire, et un génocide qu'on connaît très peu. Donc moi j'ai vraiment pris cette année comme une année où j'ai pu connaître ce qui s'est passé avec les nombreuses lectures qu'on devait faire chaque semaine. Et j'ai trouvé ça intéressant de finalement apprendre un événement historique en tant qu'étudiante de 22 ans et pas à l'école. Enfin, je trouvais qu'on apprenait directement une autre réflexion toujours plus profonde directement. Et donc j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert le génocide des Tutsis très profondément, de manière universitaire, avec les différentes lectures, et c'est ça qui m'a plu. Et j'ai trouvé aussi que c'était une chance de pouvoir faire un parallèle entre ce qu'on a appris et ce qu'on peut voir maintenant, encore aujourd'hui, dans notre voyage au Rwanda. Alors, donc nous là, lorsque nous enregistrons ce podcast, ça fait une semaine, donc on est au Rwanda. Et donc on a déjà un peu une réalité, on a déjà un peu réalisé des choses. Est-ce que certaines attentes qu'on avait ont été respectées? Est-ce qu'au contraire ça n'a pas été le cas? Ou même on a d'autres interrogations. Donc je pense qu'on pourrait commencer par là. En fait finalement, quelle est la réalité à laquelle on fait face?
Est-ce que visiter des mémoriaux, vous réagissez de la manière que vous pensiez réagir ou au contraire? Et qu'est-ce qui vous marque, vous, dans ce voyage à répétition, ou de manière positive comme négative? Donc, vas-y, Tanguy. Je pense que c'était déjà un peu compliqué de formuler les attentes, étant donné que là on est 5, il y a 4 Européens, Ludovic, tu es réunionnais. Du coup, le Rwanda, l'Afrique de l'Est, plus encore pour nous Français, c'est compliqué à se représenter. Et donc des attentes sur un génocide, même si on l'a appris, on en a appris beaucoup cette année, pouvoir deviner puisqu'en fait appréhender, c'est aussi un peu deviner ce qui nous attend au Rwanda, c'était un peu ardu. Et toutes les attentes que j'ai formulées avant, notamment lors des séminaires, en réalité, c'était un peu hors sujet quand on arrivait au Rwanda, tellement c'était un pays qu'on connaissait avant d'arriver pas grand-chose. D'accord. Vas-y, Ludovic. Oui, moi je rejoins Tanguy quand il dit qu'en fait, quand tu parles en fait de ce décalage en fait entre les textes qu'on avait lus et cette réalité du terrain là, parce qu'en fait j'ai été assez surpris en fait lors des différentes visites des mémoriaux, notamment en fait je m'attendais pas, par exemple, si je prends l'aspect des crânes qu'on avait pu voir, des ossements, etc. Ouais, donc là je présente peut-être dans l'exposition à plusieurs reprises, en fait on a vu exposer de manière récurrente un nombre incalculable de crânes ou même de fémurs, et donc c'est assez courant qu'on ait vu ça dans les mémoriaux. Donc vas-y, je te laisse continuer. Oui, totalement. En fait, la majorité des mémoriaux qu'on avait pu visiter, on a pu voir en fait ces ossements, ces crânes en question. Et moi, en lisant les textes, en fait, je m'attendais pas nécessairement à voir tel quel en fait ces éléments-là. Donc du coup, en fait, moi, je tiendrais à dire que en fait, ce sont ces éléments-là, par exemple, qui m'ont impressionné, voire parfois même choqué. J'ai oublié le nom en fait d'un des mémorials avec les corps des personnes embaumées de Nourambi, c'est ça, c'est ça. Et ben en fait, à mon sens, c'était une de mes expériences en fait qui m'a le plus choqué en fait par rapport à cette visite au Rwanda des mémoriaux. Notamment en fait, je m'attendais pas à voir des corps entiers en fait par rapport à ça. Et donc moi, ce que j'aimerais ajouter aussi par rapport à ces éléments-là, et ben c'est aussi en fait j'ai aussi eu une prise de conscience par rapport à la différence de prise en compte de la sacralité en fait. Étant réunionnais en fait, j'ai cette double ce double cadre référentiel issu de l'Europe et aussi du coup issu de l'Afrique, et donc en fait j'étais amené en fait à être confronté à une nouvelle façon de voir la sacralité, par exemple par rapport au fait de traiter le corps par exemple. Oui, donc ça aussi ça m'avait choqué, je sais pas si d'autres personnes veulent réagir par rapport à ce souvenir-là, mais donc en fait on est face à un corps qui est conservé dans la chaux, et en fait c'est des corps de Tutsis, donc on sait pas qui c'est, ils sont pas identifiés, mais on a vraiment le corps tout entier, c'est pas un squelette, c'est pas un crâne, c'est pas un bout de fémur, et donc ça a été choquant pour plusieurs personnes. Moi par exemple j'ai refusé de rentrer dans ces salles-là parce que j'appréhendais la manière de réagir face à un cadavre en fait, voilà. Vas-y Adrien. Non, juste pour rebondir à ce que tu viens de dire, moi ce que je trouve le plus choquant dans cette salle, c'est bien sûr le cadavre des adultes. Des adultes, c'est horrible, mais quand on voit les cadavres de personnes les enfants qui avaient 4, 5 ans, 10 ans, et on voit un petit peu l'horreur dans ces cadavres, j'ai trouvé ça encore plus difficile de regarder les cadavres des enfants que les cadavres des adultes qu'on a entre guillemets l'habitude de voir, que ce soit par exemple pour le génocide, pour la Shoah. Ouais. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, ils sont tous innocents, ceux qui ont été massacrés, mais parmi les innocents, il y en a ceux qui sont considérés comme, par excellence, comme des innocents, et c'est les enfants. Donc c'est ça qui t'a... D'accord. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'émotions pendant toutes ces visites. Et pour moi, l'émotion, elle est normale, elle est présente quand on visite des lieux qui sont associés à une histoire comme ça. Mais pour moi, et bien sûr elle est subjective, il y a en fait une certaine limite à l'émotion. C'est normal d'être ému et c'est peut-être important finalement pour comprendre la gravité des événements, mais je pense qu'il y a une limite à l'émotion et c'est un état de submersion où on a tellement d'émotions, on se sent tellement triste, tellement choqué devant ces atrocités qu'en fait on n'en arrive même plus à comprendre, on n'en arrive plus à continuer la visite, ou alors on la continue mais
avec sa tête pleine d'émotions tristes. Et je pense qu'au cours de ce voyage, on a été beaucoup confrontés à ça et on en a parlé. Je pense que je peux illustrer ça par 2 exemples. Peut-être un cas où moi, personnellement en tout cas, l'émotion, elle a été... En tout cas, j'ai réussi à la gérer, ça m'a émue, ça m'a touché à une cause, et à l'inverse, pas du tout. Un cas où j'ai réussi à... j'ai été très émue, mais j'ai réussi à gérer, c'est au mémorial de Kigali, donc le principal mémorial national du génocide. C'est un mémorial qui est très intéressant. Déjà, c'est un musée mémorial qui a différents espaces, comme on l'avait dit. Il y a cet espace dehors avec des fosses communes qui donne un peu une impression de recueillement, avec des fontaines, etc. Une partie vraiment informative, on va nous dire il s'est passé ça dans l'histoire, la colonisation, etc., le développement avec la propagande qui a mené au génocide. Mais il y a aussi des salles thématiques. Parmi ces salles thématiques, il y a une salle dont on dit salle des enfants. T'en parlais justement, Adrien, par rapport aux enfants. Dans cette salle, il n'y a pas d'os ou quoi que ce soit. Il y a des photos des enfants. Et avec une brève description, on apprend leur nom, leur âge, et des détails tels que leur nourriture préférée, leur meilleur ami, leurs rêves dans la vie, leurs principales distractions, etc. Et une dernière ligne qui est la cause de la mort, donc avec des détails très brutaux tels que un bébé qui a été jeté contre un mur, un enfant brûlé vif, enfin des choses très très difficiles à lire. Moi, cette salle, elle me touche beaucoup parce qu'on humanise les victimes, donc je trouve qu'on commence à y penser, on commence à penser à cette petite fille qui aime les frites et la glace et que sa meilleure amie, elle s'appelait comme ça. Et on apprend la cause de sa mort. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je pense à ces enfants, je vois leurs photos et je vais m'en souvenir. Mais j'ai l'impression, en tout cas personnellement, que je peux sortir de cette salle, me sentir très triste. Mais je pense encore. En fait, je réfléchis encore à ce qui s'est passé. À l'inverse, dont on a parlé justement il y a peu de temps, le mémorial du Murambi, où là, en fait, c'est une violence, pour moi en tout cas, qui est tellement extrême visuellement, qu'elle nous submerge et on n'arrive plus à penser. Moi, cette visite, j'ai pas réussi à la continuer et du coup, j'ai manqué des informations, en fait. L'émotion, elle a été tellement forte que j'ai pas vu ces dernières salles et qui concernaient notamment le rôle des Français dans le génocide, alors que ça m'intéresse, mais j'ai pas pu y rentrer parce que c'était tellement dur de voir ces choses que moi, j'ai pas réussi. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Moi, j'ai été très surprise de ce qui m'a touchée, et au contraire, ce qui m'a pas touchée lors de ce voyage. En fait, moi, les attentes que j'avais du voyage, ou en tout cas, c'est pas forcément des attentes, mais plutôt ce que moi je pensais, comment j'allais réagir. J'ai fait déjà, par exemple, visiter des camps de concentration, j'ai fait Auschwitz, j'ai fait Dachau, et là, la plupart du temps, j'étais quand même très émue parce que c'est des camps où en fait on a le mobilier, on a une conscience de le nombre de victimes, on a la conscience de la masse. Et en fait, moi je remarque de manière générale, quand je visite un mémorial, on en a fait quand même pas mal, je suis touchée, mais d'un autre côté, je me censure, ou en tout cas de manière inconsciente, où mon cerveau réalise pas ce qui s'est passé ici. C'est tellement horrible, c'est tellement atroce, mais en même temps, je peux pas prendre part à la réalité, parce que des fois, je trouve qu'on a trop d'explications, et finalement, dans le mémorial, on comprend pas, c'est ici ou c'est ici que ça s'est passé. Et au contraire, moi j'ai été par contre bouleversée quand j'étais pas préparée à ce que je voyais. C'est-à-dire que, je l'avais déjà évoqué dans une conversation que nous on avait eue, mais donc dans le mémorial de Tarama, c'est une ancienne église en fait où il y a eu 20 000 Tutsis qui ont trouvé la mort, et en fait ils s'étaient réfugiés dans l'église en dernier recours. Et donc tout au long de la visite, tout d'abord, on commence par l'église même avec les bancs, les habits, puis même j'ai trouvé ça assez particulier, mais au fond de la salle on a une vitrine avec encore des objets, et par exemple dedans on a des bouteilles plastiques. Donc moi j'ai eu du mal à identifier cette bouteille de plastique comme une bouteille qui est particulière parce qu'elle s'est trouvée dans le lieu. On continue après en parlant de livres, là ça m'a un peu plus touchée, toujours dans ce crescendo de violence, où en fait on voit les livres ouverts, d'ailleurs sans vitre, mais ça on pourra en reparler peut-être après, où on voit ce qui est écrit. Et là je me rappelle l'écriture, une très belle écriture, peut-être d'une élève de primaire ou d'un élève qui parlait de chimie, et là je me disais, en fait la personne qui a écrit ce livre, elle est décédée, donc en fait elle n'a jamais fini sa scolarité. Donc là j'individualise sans savoir qui c'est. Et moi l'émotion qui a été suprême alors que j'étais déjà émue, c'est on rentre dans une salle, déjà on ne sait pas ce que c'est, et puis à un moment dans cette salle il y a des bâtons et il y a une tache sur le mur,
Et en fait, le guide nous le dit sans transition que les bâtons ont servi à violer des femmes et que des femmes enceintes ont été avortées de force dans cette salle avant d'être tuées parce que les Hutus désiraient voir qu'est-ce qu'était un fœtus de Tutsi pour voir s'il y avait une différence physique. Et enfin, ce qui m'a achevé dans mon émotion, c'est que cette tache qu'il y avait sur le mur, en fait, c'était une tache de sang où on jetait des bébés. En fait, c'est l'endroit où on a jeté des bébés et c'est le sang qui restait. Et moi là, comme tu dis, j'ai pu rien en tirer. Enfin, je veux dire, c'est des images qui me choquent. Je visualise encore la forme de la tache. Mais n'étant pas préparée et peut-être même pas consentante à le voir, j'en ai rien retiré, à part oui c'est grave, mais moi ce que je trouve encore plus grave à mon échelle, c'est qu'on m'est forcé à affronter ça sans être préparé. Donc en fait des fois il y a des choses qui sont tellement violentes, soit on réalise pas, soit on réalise, mais c'est tellement violent que ça nous choque plus que ça nous serve de manière pédagogique à nous servir de leçon ou même à traduire ça dans une réflexion. Quelqu'un veut réagir ? Vas-y, Tanguy. Oui, non, mais ça pose une question, en fait, c'est les limites. Parce que, effectivement, on questionne nos limites, c'est-à-dire les nôtres, et on est amené à en mettre, parce que parfois, certains musées comme Murambi, parce qu'on en parle beaucoup là, n'en mettent pas forcément ou les repoussent toujours plus. T'as parlé de la tache de sang des bébés projetés contre le mur, on a parlé des corps. Et en fait, ces limites-là, elles se vivent en groupe. On a une groupe d'une vingtaine d'étudiants, avec plusieurs accompagnants et accompagnateurs. Et quand on progresse à travers le mémorial et que certains étudiants, une bonne partie des étudiants du coup, doit arrêter la visite parce que ça va au-dessus de ce qu'ils peuvent endurer, ça questionne aussi la pertinence d'utiliser de montrer tout ça. Et finalement, le but n'est pas atteint vu que ça pousse une partie du groupe à arrêter. Et on n'est plus dans la compréhension, en fait, on est dans la sidération. Et on a, en visitant plusieurs mémoriaux, c'est vrai qu'on a eu on a pu voir plein de manières de présenter le génocide. Et celui de Murambi, visiblement, pour nous, ça n'a pas marché et on peut aller plus loin dans la discussion vu que c'est un mémorial qui, je crois, contredisez-moi si je me trompe, mais est destiné plus aux touristes, aux internationaux. C'est ça. Et donc je ne sais pas s'il est boudé par les locaux, mais en tout cas il y a un débat, on l'a appris aujourd'hui qu'il y a un débat dans la population locale sur la pertinence de mettre ces corps là en vitrine. Donc je ne sais pas ce que vous pensez sur la manière de... Est-ce qu'un mémorial peut être pour les internationaux et pour les locaux, ou alors il faut différencier les deux. Après une semaine, on commence à avoir des éléments de réponse. Ouais, on a des comparatifs avec d'autres trucs. Tu veux réagir ? Oui, je veux bien réagir. Vas-y. Du coup, en fait, moi j'aimerais bien revenir sur un point que Tanguy a évoqué, notamment la question, la thématique en lien avec les limites. Je pense qu'en fait, la mise en place de limites, en fait, par les personnes qui créent, en fait, qui créent cette mémoire en question, en fait, elle est nécessaire dans la mesure où, en fait, à mon sens, en fait, on ne peut pas tout montrer. Oui, il y a cette nécessité de montrer les preuves pour contrer, en fait, les personnes qui dénient, qui veulent, en fait, je sais pas comment dire ça, canceller, effacer, en fait, les traces du génocide. Mais faire du négationnisme. Voilà, du négationnisme. Disant que ce génocide ne s'est jamais déroulé. Oui, c'est totalement ça. Et donc du coup, moi je pense qu'il faut mettre des limites à un moment donné parce qu'en fait, à mon sens, le but principal en fait d'un mémorial, du devoir de mémoire, déjà c'est de transmettre, de dire qu'on ne peut plus faire ça et d'être dans la pédagogie. Et je ne pense pas que la pédagogie en fait puisse passer par la peur, par le dégoût. En effet, parfois ça peut dégoûter et de se dire que ok, je ne ferai pas ça parce que j'ai pu voir ça. Mais à un moment donné, il faut mettre des limites, à mon sens, parce que c'est super important. Ouais, et puis moi j'en parlais aussi hier parce qu'en fait à chaque soir on fait un débriefing sur qu'est-ce qu'on a pensé de cette journée et nos ressentis, et ça nous permet aussi d'être confrontés et de confronter nos opinions.
moi je trouvais que finalement montrer les corps, et j'étais vraiment d'accord avec toi Ludovic, c'est un certain manque de respect pour ces corps qui ont déjà tellement subi. Et puis là je vais me redire, désolée pour ceux qui sont dans la conversation, mais en fait quand on expose un corps, finalement le corps qu'on voit dans ce mémorial, c'est pas le corps qui a été tué sur le moment, c'est plus ce corps-là, c'est pas ça que ça ressemblait, c'est pas ça, on voit pas la trace de la machette par exemple s'il a été tué par une machette. Et donc pour moi, en fait, ça n'a aucun intérêt parce que ce corps-là ne reflète rien. Enfin, des fois, c'est un peu choquant l'image comparative que j'en ai, mais j'avais l'impression d'aller visiter la section de momies au Louvre parce que, en fait, on les reconnaît pas, on sait pas qui c'est. Ils sont préservés dans la chaux, donc c'est vraiment une histoire de montrer le corps, mais c'est pas ce corps-là en fait qui a été tué, enfin c'est pas cette image-là. Alors que moi au contraire, je suis beaucoup plus touchée par des images de corps qui ont été pris quelques heures après le massacre, des corps en décomposition, mais toujours dans ce contexte de il était où le corps, dans quelle pièce de la maison ou dans la rue. Et moi je suis pour confronter à l'horreur, je suis pour montrer en disant il s'est passé ça, regarde, mais toujours en laissant un choix. Une image par exemple, on la voit, ça nous plaît pas, on ferme les yeux, on détourne le regard et on passe à autre chose. Cette salle des corps, ceux qui ont décidé d'y aller, en fait au moment où on décide d'y aller, on y va et on respecte et on va jusqu'au bout. Donc en fait on est confronté non-stop à cette image qui est beaucoup trop forte, alors que l'image justement, la photographie ou même le film, la caméra, permet de montrer des images, c'est la réalité, c'est comme ça, c'était pris sur le vif, on a de la chance de pouvoir avoir des preuves par ce biais-là, par ce biais de médias, mais en même temps ça laisse le choix à regarder ou pas. Un film, on décide ou pas de le regarder, une image, on décide ou pas de la regarder, et on détourne le regard. Enfin en tout cas, moi c'est ça, je suis pour confronter à l'horreur, mais toujours avec un avertissement en amont ou un choix du spectateur. Vas-y. Oui, moi aussi en fait je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de confronter en fait à l'horreur, mais surtout je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est uniquement 29 ans après en fait ce génocide, et le génocide des Tutsis principalement, et que en fait moi on a eu l'occasion de discuter avec le prof récemment, et une des thématiques que j'avais eu l'occasion d'évoquer, c'était en fait l'urgence de mettre en place une mémoire après le génocide. Bon, à mon sens, en fait, là, le plus important pour eux, pour les personnes qui ont réfléchi juste après le génocide, juste après 1994, c'était de dire comment on met en place, en fait, des actes, comment on met en place des preuves pour que la communauté internationale puisse savoir qu'il y a eu ce génocide-là. Et donc, probablement, en fait, cette urgence-là peut être aussi, en fait, un moyen de justifier, en fait, les manques qui sont présents en fait dans ces devoirs de mémoire. Je sais, j'ai oublié de l'évoquer précédemment dans mes dires, mais par exemple en fait un des éléments en fait qui m'avait aussi étonné, si je compare avec les mémoriaux que j'avais pu voir en fait en Europe en rapport avec le génocide des Juifs, c'était par exemple en fait le fait que les preuves en fait soient montrées, mais sans pour autant en fait de manière impersonnelle, pour l'expliquer. Parce qu'à chaque fois, en regardant par exemple les boîtes avec les ossements, les crânes, etc., il n'y a pas nécessairement de petites pancartes. On ne sait pas à qui appartiennent ces corps, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été retrouvés, et finalement on n'a qu'une partie du corps, on a le crâne. Totalement, il n'y a aucun écriteau, il n'y a aucune date, aucun lieu qui est expliqué sur cet écriteau, il n'y a rien en tout cas, et c'est pour cette raison-là que moi je pense que probablement avec le temps en fait tous ces éléments-là vont commencer à apparaître, mais que là en fait l'urgence c'était de dire qu'on va montrer ça, et petit à petit on va construire en fait cette mémoire en question. Parce qu'en plus on voit qu'il y a un... Bon après nous on vient dans une démarche universitaire occidentaux qui regardons comment au Rwanda on conserve, comment on rend ce devoir de mémoire. Mais je trouve qu'il y a quand même une certaine curiosité. Enfin nous quand des fois on est choqué de certains trucs, ils nous demandent pourquoi et puis ils expliquent pourquoi eux, mais je trouve qu'il y a quand même une démarche de certains trucs on a vu, on était choqués et en fait on s'est rendu compte que c'était temporaire et que oui c'était comme ça pour un moment, mais que le but était que dans quelques années on puisse changer. Il y a beaucoup de mémoriaux qui ont été faits juste après le génocide. Je crois que celui qu'on a visité aujourd'hui il date de 97. Ouais, c'est ça, alors que le génocide s'est passé en 94. Et on voit qu'il y a des choses à changer.
qui des fois, nous, en tant qu'occidentaux, européens ou même de différentes cultures, on est choqués par des choses, mais en même temps, ici, ça choque moins et je pense que c'est ça aussi ce regard. Mais c'est vrai que quand on parle du mémorial qui nous a tous choqués, où on exposait des corps, c'est mal fait. Et le guide aujourd'hui, donc c'était un autre mémorial, je sais plus son nom de celui qu'on a fait aujourd'hui, je sais pas quoi, je crois. Non. Je sais plus. Mais en tout cas, à un moment, il y a une des étudiantes qui avait dit: est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on va être face à des corps, parce que justement nous on a été choqués par les corps qu'on a vus avant-hier, et en fait le guide ne comprenait pas. Enfin, il disait en fait c'est des squelettes, enfin, à un moment ça va, c'est rien. Et en fait quand il a appris qu'on avait fait l'autre mémorial, il a fait: ah ok, je comprends. Donc en fait c'est même acquis ici, quand on fait ce mémorial là, après on est choqué. Et en fait il disait qu'il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient. Vas-y Tanguy. Ouais, tu parlais du mémorial de Bicêtre. Ouais. Mais moi je profite de la discussion parce que j'avais une question et on en avait parlé au tout début du séjour, dès le premier jour après le mémorial à Kigali. C'était sur est-ce qu'on va s'habituer ou pas à voir. La question se posait d'abord sur les squelettes, bon après ça a été sur les corps, mais moi la question du coup que j'ai là pour vous, c'est pour moi, j'essaie de répondre, c'est est-ce que sur les squelettes, sur les crânes qui sont exposés, sur les fémurs, est-ce que vous avez été habitué à le voir? Parce qu'en fait, est-ce que du coup, le fait que le Amuambi, les corps ont submergé, peut-être en termes d'émotion, de violence, tout le reste, est-ce que vraiment ça a changé la vision des squelettes? Je sais pas si Adrien, toi tu... Moi je suis... En fait d'abord, le fait d'avoir commencé crescendo, d'avoir commencé d'abord dans les mémoriaux avec des images, des textes, puis après des ossements, des fosses communes, puis après de finir par les corps, déjà on a pu... Enfin moi personnellement j'ai pu gérer mon émotion pour pas non plus être trop débordé. Ouais. Après, je pense que oui là ça fait quand même pas mal de jours qu'on est là. Et je pense que si on fait encore beaucoup de mémoriaux et qu'encore beaucoup d'ossements, je pense que je vais ressentir à la fin moins d'émotions parce que j'en aurai vu tellement que à la fin je vais, comme j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire je vais passer devant des salles, donc il y a 4-5 salles avec des ossements, je vais en visiter 3-4, puis après je me dis oui bon c'est tout le temps la même chose, je sais c'est atroce mais je passe, voilà. Vas-y Julie. Moi je voulais juste dire pour répondre à la question, ces squelettes, ces crânes et ces bouts d'os étalés comme ça, ils m'émouvaient pas au début de séjour, ils m'émeuvent toujours pas, dans le sens où en fait c'est une opinion personnelle, mais moi je suis pas réceptive à ça en fait. Je comprends totalement que ce soit une culture différente et tout ça, mais moi en tant que visiteuse, c'est quelque chose auquel je suis pas réceptive. En fait, je pense que si on voulait vraiment fonctionner avec notre imagination, on aurait un squelette présenté, peut-être avec un nom ou quoi, beaucoup de temps dans le silence, et du coup, une trace en fait. Dans ce squelette, par exemple, dans ce crâne, on a vu beaucoup des coups de machette qui ont laissé une ouverture. Ouais. Peut-être que là, avec ce temps et cette individualité du crâne, on se ferait un peu, d'accord, cette personne, elle est décédée comme ça, elle a été tuée à la machette, juste parce qu'elle était née selon une certaine ethnie qui n'était peut-être même pas importante pour elle. Oui, avec du temps, moi, ce crâne, il peut m'aider à comprendre la réalité du génocide et son injustice et son horreur. Par contre, ces tas de crânes d'une victime, certains avec des cicatrices, des trous dans les crânes, moi, ils m'aident pas, même sans revenir dans le débat de... En fait, est-ce que, comme ça, cette déshumanisation, ça revient pas un peu à perpétrer une certaine forme de violence à l'égard des victimes, etc. Mais en fait, les guides nous ont parlé plusieurs fois de preuves. Moi, encore une fois, en tant que visiteuse, ça me fait pas forcément une preuve du génocide. J'ai déjà visité les catacombes à Paris. Moi voilà. aussi, j'ai eu la même image. C'est ça, en fait. Et je trouve qu'on rentre dans finalement une espèce de peut-être de comparaison visuelle. Ah, celui-là, il a un trou comme ça ici. Ah là, celui-là, il a dû avoir plus ce type de blessure. Et finalement, si on rentre dans une terme de preuves scientifiques, on n'est plus dans la même démarche de comprendre des mécanismes qui nous ont amenés à, et ceci amène à ça. Moi, je suis pas réceptive et on nous avait prévenu qu'il serait là. Je pensais en fait que ça allait beaucoup plus me toucher, mais j'arrive pas. Un tas d'os comme ça, de certaines formes, moi, j'arrive pas à me projeter. Je suis pas réceptive à ça et je pense pas l'être, même si on passait encore 3 semaines à avoir des ossements dans des vitrines en fait. Ouais.
moi j'ai le même ressenti en fait. J'arrive pas à identifier, mais c'est surtout, je trouve que nous, on est beaucoup confrontés à des squelettes, genre, rien que dans les séries télévisées, enfin c'est tout bête, hein. Mais j'ai déjà vu un squelette dans ma vie, j'ai fait des stages archéologiques, j'ai déjà vu des squelettes. Et donc du coup, pour moi, c'est quelque chose d'acquis. Et le squelette que je vois en exposition, pour moi, c'est le même que celui que j'ai fait en fouille ou celui que je peux regarder dans une série policière, par exemple, à la télévision. Parce que comme il n'y a pas de contexte, on voit rien. Des fois, il y a des crânes, même, on voit pas, il n'y a pas de traces de machette, donc c'est juste un simple crâne. Moi, ça m'émeut pas, et limite, j'ai été mal à l'aise que ça me donnait pas d'émotion. Parce que je me disais, mais en fait, c'est moi qui suis insensible, ou c'est moi qui ai pas compris. Mais en fait, en comparaison avec les autres, c'est un peu un avis général. Vas-y. Oui, ben moi, au contraire, en fait, je pense que je commence à ressentir une certaine saturation après une semaine. Le fait de voir constamment en fait, des squelettes, des crânes, des morceaux de tibia, tout ça en fait, des ossements globalement, en fait, je pense que je sature actuellement parce que j'ai bien l'impression qu'à force de voir en fait, le fait que ce soit en masse et regroupé une boîte pour les tibias, une boîte pour les crânes et tout, j'ai bien l'impression qu'à un moment donné, en fait, on déshumanise la chose. Et à un moment donné, dans ma tête, je me suis posé la question parce que je l'avais évoqué précédemment en fait. À La Réunion, du coup, on a un rapport à la mort assez spécial. On respecte nos morts et on souhaite aussi donner le plus grand honneur à nos morts en général en mettant en place un culte de nos ancêtres globalement. Et là, en fait, le fait d'aller voir différents mémoriaux du coup et voir en fait ces boîtes en question avec ces ossements-là, à un moment donné, je me suis dit pourquoi en fait je n'ai pas fait preuve de respect, par le même respect que je ferais du coup à La Réunion par exemple. Là j'étais dans une posture de visiteur ou encore d'étudiant dans un voyage d'études en train de réfléchir en fait sur la comparaison en fait des génocides. Et là en fait j'avais l'impression que j'étais une personne différente par rapport à ça et qu'en fait il y avait une désidentification par rapport en fait à cette mort en question là. Et pour moi en fait ce n'était absolument pas du tout facile par rapport à ça parce qu'en fait à un moment donné je me sentais comme étant en fait une personne qui n'aurait pas ces morts en question là. Et à un moment donné je pense que parce que la majorité pour moi c'est pas la majorité, c'est tous les mémoriaux qu'on a pu voir, il y avait des ossements dedans en fait. Donc à mon sens en fait j'avais l'impression de revoir le même mémorial à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, c'est horrible à dire, mais des fois qu'on en fait un, je fais oui, c'en est encore un, alors que en fait la personne elle n'a pas vécu de la même manière, c'est pas la même région, ça n'a pas été le même, ça fait partie du génocide, mais ça n'a pas été les mêmes tueries, pas le même contexte. Mais du coup, le fait que ce soit exposé de la même manière, ça généralise tout ça. Ouais. Par rapport à ça, ce qui est important aussi, c'est de se penser en groupe. On ne visite pas seul les mémoriaux. Et là, on parle de nos émotions quand on découvre les crânes, les corps. Mais effectivement, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je m'interroge sur ce que je ressens, je m'interroge aussi sur ce que ressentent les autres. Et c'est compliqué, puisque parfois, il y a des comparaisons qui se font, quand certains arrêtent, quand d'autres continuent. Et en fait, c'est assez compliqué, oui, de devoir définir, on parlait au début de l'enregistrement de ses limites, mais de définir aussi à quel moment en fait ce qu'on fait appartient à du voyeurisme, appartient à du respect, enfin. Ouais. C'est moi vraiment ce qui a été compliqué durant ces journées dans les mémoriaux, c'est de définir notre démarche. On est dans un cadre universitaire, on fait un voyage d'études, mais il n'empêche que on visite aussi, enfin ça nous prend et ça provoque un profond questionnement quand on est face à ces restes, ces archives du génocide. Et j'avoue qu'après 7 jours de mémoriaux, j'ai du mal encore à définir notre démarche. Oui. Elle a été définie au début, bien avant le premier jour au Rwanda. Essayer de comprendre le mécanisme du génocide. On savait que ça allait être différent à l'arrivée.
Et je ne sais pas si dans quelques jours j'arriverai à dire on a fait tous ces mémoriaux, dans quel but Oui, comprendre les mécanismes du génocide, mais est-ce qu'on a répondu à cette question? Les mémoriaux ont apporté sûrement des éléments de réponse. Les conversations qu'on a eues, certainement aussi. Et puis je pense surtout que tout ça ne doit pas être laissé sur place, quoi. Ouais, il faut qu'on fasse un truc après, parce que là, sinon le voyage n'aurait pas de but, on aurait juste réagi sur le moment, et en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Tu voulais prendre la parole, Julie? Non, mais juste, ça m'a interrogé ce que tu as dit, parce que je me demande si la limite entre curiosité intellectuelle et voyeurisme, elle n'est pas beaucoup plus fine qu'on ne le pense. Parce que curiosité intellectuelle, oui, on est des étudiants, on a cette démarche, etc. Mais après, on reste à un moment, même si on visite en groupe et que c'est une dynamique qui est différente, on reste à un petit moment un individu qui choisit de faire un pas de plus vers une photo, de la regarder 2 secondes de plus, de s'approcher. Enfin, on a visité, du coup il me semble que c'était celui à Darama, avec les tombes ouvertes. On descend dans une salle avec des cadavres, enfin des tombes, et dans ces tombes il y en a qui sont ouvertes et on voit les restes, donc qui sont maintenant des os. Et il y a une autre étudiante qui parlait de curiosité, en fait, qu'une fois devant, on a envie de se pencher pour voir. C'est ça, en fait, aller voir. Du coup, je me demande si les deux sont pas beaucoup plus liés qu'on ne le pense, en fait, sans... si on diabolise un peu moins le voyeurisme, est-ce que c'est pas une forme poussée de curiosité intellectuelle Vas-y, confronte-moi la violence, montre-moi ce que c'est un corps brûlé, montre-moi ce que c'est un squelette. Et après, des fois, on s'en veut, on se sent coupable, parce qu'on se dit « Ah, mais non, mais... » Oh, j'étais trop, moi j'accorde du respect. Mais en fait, placé dans la situation, on reste un individu avec cette curiosité et ou ce voyeurisme. Donc en fait, je pense que c'est la limite, elle est plus fine qu'on le pense, quoi. Moi, je voulais réagir sur ce qu'avait dit Tanguy. Je pense que le voyage, même si on faisait les mêmes sites, n'aurait pas été le même si on le faisait solo ou dans notre contexte privé qu'en groupe, parce que en fait, par exemple, je sais pas moi, il y a une salle où j'ai pas envie d'y aller parce que c'est bon, je sature, ou des fois c'est même pas je sature, c'est comme aujourd'hui en fait, à un moment où on a que des salles avec des os, mais que finalement il n'y a pas d'explication, il n'y a pas plus que ça. J'en ai vu 3, pas besoin de voir les 9 en fait. Et je pense que si j'avais été toute seule, j'aurais pas eu un sentiment de culpabilité parce que c'est mon choix et personne ne sait ce que vraiment j'ai fait en visitant le mémorial. Alors que là, on est en groupe, donc du coup, on est vraiment conscient de chaque ressenti, de chaque... j'ai pas le mot, mais de chaque intérêt de chaque personne. Oui, chaque attitude personnelle, voilà. Aussi. Et c'est pareil, par exemple, qu'on décide de faire un mémorial et que des fois, on décide d'arrêter. Moi, je culpabilise parce que je me dis je manque de respect pour les victimes, et puis en plus de ça, je manque de respect pour les guides qui se sont déplacés pour nous faire la visite. Et d'un autre côté, quand je vais jusqu'à la fin, je culpabilise parce que je me dis en fait, j'ai pas été touchée en fait, par rapport aux autres groupes, à l'autre groupe qui a été submergé par l'émotion. Moi, j'ai pas, et pourquoi je l'ai pas été? Et il y a une norme de la violence et du ressenti qui est assez étrange. Et pareil, qu'on a des débats, c'est super intéressant, mais des fois, quand moi je dis que je suis pas émue et que d'autres oui, en fait, même si c'est pas long et c'est jamais méchant et c'est toujours bienveillant, moi ça me fait une forme de culpabilité parce que je me dis, moi je l'ai pas du tout ressenti comme ça, et je me dis, je suis passée à côté, et est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est le mémorial qui a fait que moi j'ai pas été touchée, quoi. Oui, moi, pour rebondir à ce que vous, Kat, venez de dire, je pense que on a un point de vue, un point de vue. Par exemple, moi je suis européen et quand je visite un mémorial en Europe, donc là par exemple je prends un cas connu, le mémorial de la Shoah. Bon, le mémorial de la Shoah, la violence est aseptisée, c'est juste des images et des textes, ouais. Et on sort pas vraiment changé ni ému du mémorial. On a juste plus de culture générale, alors que là quand on va dans un mémorial, c'est impossible de sortir. Il y a très peu de personnes qui sortent émues. Il y a plus de personnes qui sortent émues que de personnes qui ne sortent pas émues. Et même si on ressent pas trop de sentiments parce qu'on n'est pas trop ému, on ressent quelque chose ou un questionnement ou un questionnement, plus de réflexion que quand on sort par exemple du mémorial de la Shoah. Ok. Et justement, ça peut me permettre de faire une transition. Le but de ce séminaire, c'était de comparer les génocides, et plus particulièrement le génocide de la Shoah et le génocide des Tutsis. Et quelle conclusion,
brève conclusion on pourrait avoir. Est-ce qu'il faut, par exemple, qu'on étudie la Shoah, toujours avoir un regard peut-être sur ce qui s'est passé après et voir l'évolution? Et est-ce que le génocide des Tutsis doit forcément, enfin pas forcément, mais il est important de l'étudier dans le prisme d'autres génocides et de ne pas prendre la Shoah comme un cas unique comme on a l'habitude de le faire? Moi, c'est intéressant ta question parce que je pensais qu'en arrivant au Rwanda, on allait beaucoup plus parler de la Shoah pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et finalement, au bout de quelques jours, les références à la Shoah, elles étaient beaucoup moins nombreuses. En fait, c'était tellement... le génocide des Tutsis était tellement complexe à penser que c'est peut-être ça qui est le plus gros apport de ces jours, c'est qu'on a pensé le génocide en tant que lui-même. Et, on l'a individualisé et on ne l'a pas comparé à d'autres. C'est ça. Et finalement, je sais qu'après, on aura des questionnements communs entre la Shoah et celui des Tutsis, mais c'était tellement un enjeu difficile à atteindre de comprendre celui des Tutsis que finalement, dans ces jours, on a été, comme qui dirait, happé par ce qui était passé, par les particularités que finalement la Shoah, on l'a mis un peu de côté pour un moment. Et après avoir pourtant pendant un an passé à mettre en regard les deux génocides, et même si je suis sûr qu'on continuera à comparer les deux après ce séjour-là, il a tellement été riche. Moi je voulais juste dire, oui certes on a beaucoup comparé les deux, etc. Mais en fait je veux dire, comparons avec encore plus. On a eu la chance cette année d'avoir vraiment une réflexion intellectuelle. On a peut-être la chance, tu vois, d'être dans un niveau assez avancé dans les études, mais je pense vraiment que les musées d'histoire et tout ça, ils doivent donner les clés aux gens pour comprendre pas seulement une comparaison directe, tu vois, tant de morts pour la Shoah, tant de morts pour le génocide des Tutsis, mais des motifs en fait. Qu'est-ce qui a procédé dans la société à ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on en arrive à ce que des témoins ferment les yeux? Comment est-ce qu'on en arrive à ce que la communauté internationale... Le schéma un peu qui se passe à chaque fois. Un schéma, exactement, des motifs, enfin des choses qui se reproduisent. Parce que de dire plus jamais ça à longueur de journée tout seul, ça va pas nous amener bien loin. Par contre, d'arriver à comprendre que en fait, si on nous dit si, voilà, c'est une autre, enfin, tous les motifs qui mènent à ça, ça par contre c'est beaucoup plus intéressant. Donc en fait, élargissons même la question, comparons à d'autres génocides qui sont passés au XXe siècle et des choses qui se passent encore aujourd'hui et donnons les clés aux gens en fait pour comprendre ces motifs et ces engrenages, j'ai envie de dire, qui amènent à des situations pareilles, parce qu'en fait un génocide il commence pas avec un certain nombre de morts, il commence bien avant avec des réflexions, des courants, etc. et tout simplement des actions des gens. Donc donnons des clés intellectuelles à certains niveaux, au niveau auquel les gens peuvent les comprendre, mais ne focalisons pas sur une comparaison directe de la tristesse et de l'horreur, focalisons-nous sur une comparaison intelligente des engrenages qui mènent à ça. Et voilà, c'est ce qui conclut la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Pour rappel, vous pouvez suivre le podcast à la fois sur Spotify, Deezer, YouTube et bien sûr sur Instagram. Et moi, il me reste juste à vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!